Nous avons déjà vu ensemble pourquoi certains lézards perdaient leur queue et comment il était possible qu'elles repoussent. 2 épisodes que je vous conseille fortement d'aller voir avant de voir celui-ci. Ah bah oui, ils ont une logique mes épisodes, hein, des fois ils sont reliés entre eux. Et justement, dans l'épisode précédent, je voulais voir avec vous s'il y avait d'autres animaux qui étaient capables de se régénérer aussi. Mais comme l'épisode était déjà bien assez long comme ça, j'ai décidé de vous parler de ces autres merveilles de la nature dans un nouvel épisode. Car en effet, évidemment, il y a d'autres animaux qui sont capables d'une telle prouesse. Mais comme il y en a plusieurs et que j'ai toujours rêvé de faire ça, je vais vous faire un épisode sous forme de top. Oui, je vais oser. Mais je vais le faire bien, hein. Faites-moi confiance. Avant de commencer, instant promo, je vous invite à vous abonner à la chaîne de String Theory pour ne rien rater des épisodes à venir, à activer la petite cloche pour avoir les notifications, et String Theory est aussi sur Insta, où ils sont assez actifs, vous retrouverez des petites devinettes et même des coulisses de tournage. Non mais ils font les choses bien, hein. Allez, c'est parti pour le top 5 des animaux extraordinaires qui peuvent se régénérer. Le 4e animal va vous choquer, les lézards le détestent. J'en fais trop peut-être, ouais. Ouais, non mais ça m'éclate, mais j'ai pas l'habitude en même temps. Bon, évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, et je ne vais pas citer encore les lézards parce que je pense que j'en ai déjà assez parlé comme ça. Bon, on y va? On y va. Top 5, le rat épineux. Les rats épineux du genre Acomis sont des rongeurs d'Afrique et d'Asie. Ils tiennent leur nom du fait que leur pelage comporte des poils durs, voire piquants. Mais ce n'est pas la caractéristique qui a le plus interloqué les scientifiques. En effet, quand il est assez connu que certains lézards peuvent perdre leur queue pour échapper à leurs prédateurs, il est moins connu en revanche que certains mammifères peuvent avoir la capacité de recourir à une tactique similaire. Et c'est le cas de notre petit rat à poils durs. Il peut perdre des morceaux de sa queue, mais surtout il est capable de supporter la perte de grands pans de peau qui, je vous le donne en mille, se régénèrent complètement en une trentaine de jours. Les chercheurs et chercheuses, en étudiant ces animaux, ont remarqué que ceux-ci perdaient jusqu'à 60% de la peau de leur dos lorsqu'ils étaient simplement manipulés. Leur peau n'étant que très faiblement attachée aux muscles et aux os, elle peut se détacher facilement. Un avantage, quand ces petits rats se font attraper par un prédateur, ils peuvent leur glisser entre les crocs et prendre la fuite en laissant derrière eux leur manteau de fourrure. Chez ces rongeurs, l'expression « il laissait sa peau » n'a pas du tout le même sens que nous lui prêtons habituellement. Bon, qu'on s'entende bien, hein, il laisse des lambeaux de peau, pas l'entièreté comme on enlèverait une chaussette non plus. Toujours est-il que, par la suite, les rongeurs voient leur peau perdue se régénérer. Chez la souris commune, de telles blessures entraînent la formation d'une cicatrice sur laquelle il ne poussera plus de poils, alors que le rat épineux retrouve sa toison presque à l'identique. Les mécanismes qui entrent en jeu dans cette régénération montrent des points communs avec certains reptiles et amphibiens connus pour leur capacité à régénérer des parties de leur corps. Mécanismes qui font appel à des cellules souches, condition sine qua non de la régénération. Ces petits rongeurs laissent poindre une idée selon laquelle on aurait sous-estimé les capacités de régénération, au moins de la peau, des mammifères. Peut-être est-ce commun à tous les mammifères, mais que ce serait une possibilité enfouie dans certains gènes inactifs? Une hypothèse qui, si elle s'avère valide, pourrait être une révolution dans le domaine médical. Top 4, la salamandre. La salamandre est un animal bien connu. Ses couleurs chatoyantes, bien que très jolies, sont annonciatrices de sa toxicité. En effet, le mucus qui recouvre son corps contient une neurotoxine, le salamandarin, qui, si on la touche, peut provoquer une sensation de brûlure sur la peau, mais aussi, en cas de contact avec les muqueuses, comme les yeux ou la bouche, peuvent provoquer des nausées, des troubles respiratoires, des vomissements... Bref, il vaut mieux la laisser tranquille. Relativement protégé grâce à cette défense toxique, il peut tout de même lui arriver de se faire croquer par des prédateurs non avertis et peut perdre dans la manœuvre une partie de son corps. Mais ce n'est pas un souci car la salamandre a des capacités de régénération impressionnantes dans le monde des vertébrés. En effet, que cet amphibien perde dans la bataille sa queue, une patte, un bout de museau ou un œil, ça repoussera. Et ça repoussera toujours, quel que soit le nombre d'amputations. Quand une patte est amputée, les vaisseaux sanguins se contractent rapidement pour éviter une hémorragie, puis une couche de cellules cutanées va venir recouvrir la blessure. En quelques jours, un balai de migration de cellules et de signaux chimiques va se mettre en place pour finalement former un blastème, un amas de cellules souches qui vont alors permettre de créer un nouveau membre. Susan Bryant et ses collègues de l'Université de Californie ont montré il y a quelques années que les cellules du blastème ressemblent à celles du bourgeon segmentaire qui se développe dans l'embryon de la salamandre. C'est-à-dire que ça ressemble beaucoup à la première ébauche de membre qui apparaît lors du développement embryonnaire de l'animal. Il se pourrait donc que la formation d'un nouveau membre après amputation à partir d'un blastème soit une sorte de répétition de ce qu'il se passe lors du développement initial de la salamandre. Le développement embryonnaire des membres de l'humain se faisant sur le même principe, serait-il possible alors de réactiver cette capacité certainement inscrite quelque part dans nos gènes? Si on arrive un jour à répondre à cette question par l'affirmative, peut-être qu'à l'avenir, faire repousser un membre amputé ne sera plus de la science-fiction. Top 3, la planaire.
Les planaires sont des vers marins plats de quelques millimètres qui fascinent la science depuis longtemps, puisque ces capacités de régénération incroyables sont connues depuis la fin du XVIIIe siècle. Mais ce n'est que depuis quelques années que l'on commence à en percer les secrets. Ce petit invertébré doit ses capacités de régénération à des cellules particulières, des néoblastes. Ce sont des cellules souches adultes capables de générer des cellules différenciées de plusieurs types. Elles sont disséminées dans tout le corps de l'animal, et quand celui-ci est blessé, elles se mettent à proliférer et migrent vers la blessure pour ensuite recréer tous les types de tissus nécessaires à la reconstruction de ce qui a été blessé ou perdu. Jusque-là, rien de bien neuf comparé aux autres animaux que je vous ai présentés précédemment. Sauf que là, on est un cran au-dessus dans l'extraordinaire. Parce que grâce à ses capacités de régénération, la planaire peut faire face sans problème à la perte de n'importe quelle partie de son corps. N'importe laquelle. Même la tête. Mais quelle est la limite alors? Il faut couper l'animal en deux pour en venir à bout? Non? Même ça, c'est pas un problème. Coupez une planaire en deux et vous aurez deux planaires. On peut dire que cet animal est immortel face à un couteau, mais c'est déjà pas mal. Top 2. Une méduse. Les méduses sont des animaux extraordinaires. Leur corps est constitué de 95 à 98% d'eau et selon les espèces peuvent mesurer de quelques millimètres à plusieurs mètres. On pourrait faire un épisode entier sur les méduses tellement il y aurait de choses à dire sur leur morphologie, leur physiologie, mais on va se contenter de parler dans un premier temps de leur cycle de vie. Ces cnidaires, c'est le groupe taxonomique auquel appartiennent les méduses, passent en général et très grossièrement résumé par deux formes à travers leur vie. Leurs jeunes jours, ils les passent sous forme de polypes, une sorte de tige fixée sur les fonds marins ou les rochers, avec leur bouche et leurs tentacules vers le haut. Pendant cette période, ces animaux se nourrissent avec ce qu'ils leur passe sous le nez. Enfin, ils ont pas de nez, mais vous avez compris. Après cette période, leur corps change, et de polypes, ils passent à la forme méduse à proprement parler, avec un corps en forme de cloche capable de se contracter, qui permet à la méduse de nager, et avec des tentacules qui semblent pendouiller nonchalamment au gré des flots. À noter que certaines espèces ne sont pas dotées de tentacules, mais bon, bref, c'est la forme qui est la plus connue. Les méduses peuvent se régénérer. Leur corps gélatineux comporte des cellules indifférenciées capables de régénérer la partie blessée. Mais si je passe rapidement sur cette information, c'est parce que je voulais vous parler d'une méduse en particulier qui, elle, est un petit peu le boss final de la régénération. Turritopsis nutricula est une petite méduse originaire de la mer des Caraïbes qui mesure à peine 5 mm à l'âge adulte et qui est immortelle. Rien que ça. En cas de blessure, ou si l'animal sent venir sa fin due à un grand âge, il est capable de revenir à sa forme de polype. C'est un peu comme si vous, à la porte de la mort, vous reveniez à l'état de fœtus et que vous recommenciez votre vie de zéro. C'est un véritable tour de force biologique qui, pour l'instant, n'est connu que chez cette espèce de méduse. D'autres espèces sont aussi capables de revenir en arrière dans leur cycle de vie, mais c'est une capacité qu'elles perdent une fois devenues totalement adultes, contrairement à Turritopsis nutricula. C'est d'autant plus impressionnant qu'au niveau de sa structure physique et cellulaire, la forme polype et la forme méduse sont très différentes. Cette transformation implique une substitution des cellules, la régénération des tissus et une réorganisation de ceux-ci. Quand jusqu'ici on parlait de cellules souches qui allaient donner de nouvelles cellules différenciées pour remplacer un élément manquant du corps, là on assiste à ce que l'on appelle une transdifférenciation. On avait vu dans l'épisode précédent que les cellules différenciées étaient des cellules qui avaient dans leur noyau la totalité du matériel génétique, donc potentiellement toutes les infos pour créer tous les types de cellules qui constituent un individu, mais que seuls les gènes nécessaires à leur rôle bien défini étaient actifs. Les autres étant silencieux, comme rangés dans des boîtes dans un coin et fermés à clé. Clé qui, après la différenciation de la cellule, est perdue. Une fois que la cellule est différenciée, impossible de revenir en arrière. Eh bien ce n'est pas le cas de notre petite méduse des Caraïbes. Les cellules différenciées de Turritopsis nutricula peuvent déverrouiller les gènes inactifs et devenir d'autres types de cellules, soit en passant par un stade de cellules indifférenciées, soit en changeant directement de rôle et de forme. C'est ça la transdifférenciation. C'est complètement dingue. Et c'est ainsi que cet extraordinaire cnidaire peut retrouver sa prime jeunesse et recommencer le cycle encore, et encore, et encore. Top 1. L'humain. Ouais bon, j'avoue que jusqu'ici, on est allé graduellement de plus en plus fort en ce qui concerne les capacités de régénération des animaux. Là, j'ai pas choisi de parler de l'humain parce qu'il surpasse la méduse immortelle. Non, elle a clairement gagné le concours, si concours il y a. En fait, j'ai choisi de consacrer la première place à l'humain parce que c'est celui auquel vous vous attendiez le moins, j'en suis certaine. En effet, il est vrai que dans l'épisode d'avant, je vous disais que l'on n'était pas capable de se régénérer. C'est partiellement vrai. Parce que j'ai bien dit qu'à la naissance, la plupart de nos cellules étaient différenciées. La plupart. En effet, notre corps a constamment besoin de renouveler ses cellules, comme les cellules de la peau par exemple, ou d'en produire de nouvelles, comme dans le cas des cellules sanguines qui ont une durée de vie assez courte. Le siège de la production de ces cellules, qui au passage s'appelle l'hématopoïèse, si vous voulez vous la péter, est la moelle épinière, dans laquelle on retrouve des cellules souches hématopoïétiques qui, en se différenciant, produisent les trois types de cellules sanguines de notre corps, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines.
et ce, tout au long de notre vie. Et ce n'est pas le seul exemple de régénération cellulaire au sein de notre corps. Par contre, le corps humain n'est pas capable de se régénérer au point de régénérer un membre perdu comme peut le faire la salamandre. Mais en réalité, dans un premier temps, la réaction de notre corps suite à une amputation ressemble à celle que présente celui de l'amphibien. Seulement, très vite, les mécanismes de guérison divergent, et quand la salamandre retrouve ce qu'elle a perdu, nous cicatrisons. Mais en fait, une cicatrice n'est autre qu'une réaction de régénération qui échoue. Et c'est justement cette cicatrisation, pourtant bien utile quand même, qui est un des principaux freins à la régénération. Donc non, notre corps ne peut pas faire repousser un bras après amputation, mais un doigt par contre... Bon, un tout petit bout de doigt, mais quand même. Je ne vous invite évidemment pas à le vérifier, mais si vous vous coupez un bout de doigt et que vous conservez au moins un bout d'ongle, le bout de doigt se régénérera. Et ce, grâce aux cellules souches qui se cachent sous la base de l'ongle, celles-là même qui font que vos ongles poussent en continu. Et cette modeste capacité de régénération est commune chez tous les mammifères. Alors, certes, c'est pas foufou, mais c'est une excellente nouvelle pour la médecine régénérative. Notre corps est capable de se régénérer. Tout porte à croire que nous avons la clé d'une régénération bien plus efficace que ce que nous avons déjà, quelque part, dans nos gènes. La médecine régénérative montre déjà des signes encourageants, et l'étude des animaux extraordinaires que je vous ai cités tout au long de cet épisode nous permettra peut-être de comprendre tous les mécanismes de la régénération que l'on pourra appliquer en médecine, et qui sait, peut-être qu'un jour l'espèce humaine méritera vraiment la première place dans ce top. En attendant, restez loin des couteaux et autres objets tranchants, prenez soin de vous et de votre corps, parce que pour l'instant, on n'en a qu'un. J'espère que ce top vous aura plu, si c'est le cas je vous invite à laisser un petit pouce dans les airs et n'hésitez pas à laisser dans les commentaires des sujets que vous aimeriez voir traités ici. À bientôt.